16h45, bienvenue dans le grand dossier sur LCI consacré ce samedi à cette question. Pulvériser l'Iran, Trump a-t-il fait son choix? Nous poserons la question dans un instant à nos invités en plateau. Le président américain prépare les esprits à un retour du conflit qu'il avait démarré il y a un peu plus de 2 mois maintenant. Donald Trump qui n'a pas été satisfait par les dernières propositions iraniennes pour tenter de relancer les négociations de paix. De son côté, un responsable iranien juge probable une reprise des hostilités. L'Iran qui se dit prête à riposter. Alors les Américains ont-ils, eux, les moyens de leurs ambitions? Quels sont leurs stocks d'armes? Nous parlerons de ces nouvelles armes et également de cette guerre de plus en plus impopulaire aux États-Unis. Une reprise du conflit peut-elle encore être évitée? Si oui, par qui? Et si Vladimir Poutine venait à jouer un rôle? Voilà pour le programme de ce grand dossier que nous déroulons dans un instant. Mais d'abord, on va réécouter Donald Trump sur sa menace de pulvériser l'Iran. Est-ce qu'on veut les pulvériser une fois pour toutes ou est-ce qu'on veut essayer de conclure un accord? Telles sont les options. Voulez-vous aller les pulvériser? Je ne préfère pas. Pour une raison d'humanité, je ne préfère pas. Mais c'est une option. Voulons-nous intervenir massivement et les anéantir ou voulons-nous faire quelque chose d'autre? Leur direction est très désorganisée et ils ne s'entendent pas les uns avec les autres. Voilà donc pour les propos de Donald Trump. On va en parler avec nos invités qui sont autour de la table. Général François Chauvency qui est resté consultant en géopolitique. Avec nous également Grégory Phillips, rédacteur en chef international LCI. Bonjour. Benoît Grémard, chercheur associé à l'Institut français d'analyse stratégique, spécialiste du nucléaire militaire. Merci beaucoup d'être avec nous. Également Elisabeth Shepard, c'est la maîtresse de conférences et directrice du programme politique et relations internationales à l'Université de Tours, spécialiste défense et sécurité franco-américaine. Merci d'être là. Et Maneli Mirkan, conseillère en politique et sécurité internationale, spécialiste de l'Iran et cofondatrice de Dorna. Merci à vous tous et toutes d'être là. Donald Trump qui semble, on l'a entendu, préparer les esprits au retour du conflit. Est-ce que, selon vous, il a fait son choix, le président américain? Elisabeth Shepard-Selam. Est-ce qu'il a fait son choix? Je ne suis pas totalement convaincue. On sait qu'il peut aussi changer d'avis assez rapidement, mais les options, on a vu plusieurs séquences de rendez-vous, notamment avec Admiral Cooper, le CENTCOM, et avec Dan Kane, le chef d'état-major, et on sait qu'il a toutes les options possible devant lui. Il y a quand même certaines considérations aussi en interne, notamment le Congrès, le vote devant le Congrès, sans parler de l'opinion publique américaine qui est assez contre cette guerre et les munitions dont on parlera tout à l'heure. Je suis pas totalement convaincu qu'il a fait son choix parce que ça dépend aussi de comment vont ces négociations. On voit aussi par exemple son équipe de négociation qui se renforce avec des experts de l'extérieur. Donc je pense quand même qu'il n'a pas forcément envie de prendre le choix de retaper, mais il laisse toutes les options ouvertes. Grégory. Pareil, je ne sais pas s'il a décidé ou pas, mais en tout cas, c'est important de souligner le calendrier, comme vient de le faire Elisabeth. Donc, on est samedi après-midi, et pourquoi est-ce qu'on s'interroge aujourd'hui? Parce que jeudi soir, il y a eu cette réunion à la Maison-Blanche avec l'amiral Cooper, avec le chef d'état-major Kane, un rendez-vous qui a duré 45 minutes. L'amiral Cooper, c'est le patron du CENTCOM, le commandement militaire américain au Moyen-Orient, et il avait fait le voyage de Doha au Qatar à Washington. C'est pas totalement anodin qu'il quitte le terrain pour aller rencontrer le commander-in-chief. Donc, premier élément de contexte. Deuxième élément de contexte, les négociations dont vous parlez, elles se font sous le radar. On a vu le Islamabad 2 qui a capoté, mais ça continue à discuter ferme. Et on sait que dans cette période de négociation, évidemment, il est de bonne guerre, pardonnez-moi l'expression, de mettre la pression et de dire nous on est prêt à retaper à nouveau, à pulvériser le pays, etc. pour gonfler un petit peu les muscles. Donc je sais pas s'il a pris sa décision et je sais pas ce qu'il fera cette nuit, demain matin ou dans les prochains jours, mais en tout cas c'est dans ce contexte-là que ces nouvelles menaces interviennent. Général Chauvency, est-ce qu'il a d'autres choix finalement Donald Trump que de reprendre cette guerre? Pour l'instant il n'a rien obtenu. Peut-il revenir à la maison sans avoir rien obtenu? Non. Donc il faut qu'il obtienne quelque chose. Et le blocus ne suffira pas.
Voilà. Donc moi, je vois très bien une intervention militaire à un moment donné, non pas comme action principale de sa stratégie, mais comme action complémentaire de la stratégie du blocus. C'est-à-dire le blocus, c'est l'action principale, parce que là, on met l'économie iranienne en bas, notamment dans tout le domaine pétrolier, avec toutes les conséquences sur l'exploitation du pétrole, et puis bien sûr tous les transferts de denrées et autres. Et puis d'un autre côté, c'est aussi, le point de vue militaire, apporter finalement un achèvement de la destruction du pays, parce que pulvériser veut dire quand même qu'on met le paquet. Donc pulvériser quoi ? C'est ça la question. Ça sous-entend quoi ? Voilà. Donc qu'est-ce qui reste d'abord après les 13 000 cibles qui ont déjà été traitées ? Bon, il doit en rester un peu quand même, puisqu'on nous parle de la centaine de bases qui seraient bien enterrées, même sous du granit. Donc je pense que là, il y a encore quelques cibles. On peut encore parler de la décapitation de la seconde ligne du régime. Ça, c'est une possibilité. Il peut y avoir des infrastructures civiles à vocation militaire qui peuvent être frappées. On peut refrapper finalement aussi tous les sites de la chaîne nucléaire pour être sûr qu'effectivement on ne pourra pas les remettre en état, parce elles sont remises en état progressivement. Donc on remet une couche pour vraiment rendre la solution définitive. Voilà. Donc, mais je pense pas que ce soit, et je rejoins ce que vous avez dit, c'est pas l'objectif principal. D'abord parce que ça coûte cher. C'est pas sûr, on n'est pas sûr du résultat. Et en fait, la vraie question, c'est affaiblir la volonté de ceux qui gouvernent en Iran pour leur faire accepter la négociation. Et quand on entend finalement leur liste d'éléments pour négocier, on s'aperçoit qu'ils présentent des orientations qui montreraient que l'Iran a gagné. Donc dès lors que l'Iran a gagné, Trump ne peut pas l'accepter. Donc si les autres n'ont pas compris qu'il fallait changer de registre, je pense qu'on peut aller vers des frappes militaires comme forme de message, mais puissant, en détruisant encore un peu plus l'Iran dans beaucoup de domaines. Donald Trump qui n'a pas été satisfait par la dernière proposition iranienne. Il l'a dit hier à la sortie de la Maison-Blanche avant de se rendre en Floride où il donnait un meeting. On va réécouter le président américain. Nous venons d'avoir une conversation avec l'Iran, on verra ce qui va se passer, mais je dirais que je ne suis pas satisfait. Leurs dirigeants sont très désorganisés, ils sont en conflit les uns avec les autres. L'un dit une chose, un autre représentant dit le contraire. C'est très confus, bien sûr, leur pays a été, je dirais, décimé. Leurs forces navales sont détruites, leurs forces aériennes sont détruites. Beaucoup de leurs soldats, malheureusement, sont morts. Actuellement, je ne suis pas satisfait de l'accord. Maneli Mirkan, on est au point mort là des négociations ? Oui, sur les négociations, on peut dire même qu'on a fait marche arrière. Parce que la proposition faite par les Iraniens via le Pakistan propose en fait de traiter uniquement le détroit d'Ormuz et d'enlever le blocus et de traiter le dossier nucléaire qui est finalement l'enjeu même de cette guerre à une étape, on le reporte à une étape ultérieure. Donc c'est vraiment faire marche arrière par rapport à là où on était avant la guerre, et c'est du point de vue, je pense, des Américains, mais de la communauté internationale aussi, inacceptable, puisque il lui faut, et Donald Trump l'a dit aussi dans ses communications ces derniers jours, il lui faut quelque chose qui puisse répondre quand même à ces sénateurs, ces faucons américains qui attendent des vrais résultats, pas juste un bout de papier qui dit... Même au sein de sa base, des républicains, évidemment, la base MAGA, voilà, qui... petit à petit commence pour certains un petit peu à se désolidariser de la politique américaine. Alors en Iran. On dit beaucoup effectivement que la base MAGA, cette guerre est impopulaire, mais en contrepartie, il faut aussi montrer que ce coût payé par les Américains servait à quelque chose. Donc le résultat doit être tangible, et si le dossier nucléaire n'est pas traité dans ces négociations, c'est faire marche arrière. En fait. Benoît Grémard, vous êtes d'accord ? On fait marche arrière là sur les négociations ? Oui, c'est comme si finalement une proposition iranienne de négociation qui vous exclut la question nucléaire, c'est comme si on mettait entre parenthèses ce qui s'est passé du 28 février jusqu'à aujourd'hui, en disant finalement rien ne s'est passé, on passe encore le programme nucléaire clandestin sous les radars, et finalement les choses continuent comme si de rien n'était. Donc faisant fi aussi de la guerre des 12 jours de l'année dernière, et c'est effectivement on est finalement un point de blocage dans le sens où si les Iraniens ne lâchent pas quelque chose au niveau nucléaire, Donald Trump
ne pourra pas satisfaire sa base et montrer un résultat véritablement tangible qui sera à même de confirmer son choix d'attaquer et finalement vis-à-vis de son électorat, mais aussi vis-à-vis de l'histoire. Ouais. Grégory. Juste sur l'électorat, vous avez vu comme moi ce sondage publié par le Washington Post qui dit que 6 Américains sur 10 sont opposés à ce qui se passe en Iran. Alors chez les Républicains, il y a quand même toujours un soutien. Si je regarde, 79% des Républicains largement majoritaires. Mais je trouve que dans ce sondage, il y a quelque chose de très intéressant. C'est à partir de quand allez-vous, électeurs américains, considérer que l'opération est un succès? Et là, quand on regarde les chiffres, il y a seulement 20% des Américains qui considèrent que c'est une réussite, que cette opération. Et quand on interroge les Républicains, vous avez un Républicain sur 2 qui dit oui, c'est un succès. En revanche, 1 sur 2 qui dit c'est trop tôt pour se prononcer. Donc sur l'issue du conflit et la manière dont Trump arrivera peut-être à vendre le fait qu'il a atteint ses objectifs, c'est ça la vraie question, je pense, pour l'électorat. Aussi impopulaire que la guerre du Vietnam et la guerre en Irak. Oui, c'est ce que le Washington Post soulevait, même si évidemment c'est compliqué de comparer la guerre du Vietnam qui a duré 8 ans et qui a fait 60 000 morts côté américain et ce qui se passe en Iran. Surtout que l'Iran est quand même pour beaucoup et ils ont fait ces sondages-là. Pour la plupart des Américains, on comprend que l'Iran c'est pas parce que ils aiment le régime iranien. C'est pas un amour pour cet régime iranien, mais surtout un public américain qui en a marre un peu de la guerre, notamment depuis la guerre en Irak. Et donc il va être obligé de prouver qu'il avait raison, qu'il y avait cette menace, qui est une menace, l'Iran qui est considéré comme une menace par le gouvernement américain et par beaucoup d'Américains depuis très longtemps, mais où personne osait les confronter pour des raisons peut-être aussi liées à la résilience du régime. On reparlera tout à l'heure dans le grand dossier de ce sondage qu'évoquait Grégory à l'instant. On va aller tout de suite en Iran pour rejoindre Siavosh Ghazi qui nous attend à Téhéran. On voudrait savoir, Siavosh, quelles sont les lignes rouges iraniennes? On a très peu d'informations sur les nouvelles propositions iraniennes, mais ce que l'on sait, si on reprend les différentes déclarations des responsables iraniens, le guide suprême, l'Ayatollah Mojtaba Khamenei, ou encore le président du Parlement iranien, qui était à la tête de l'équipe de négociateurs à Islamabad. Sur le détroit d'Ormuz, c'est l'Iran qui va garder le contrôle de ce détroit. Une fois que les Américains auront levé le blocus contre les ports iraniens, l'Iran pourra permettre de nouveau le passage, le trafic maritime dans le détroit. Ça c'est la première chose. Mais avant cela, l'Iran demande qu'il y ait une annonce officielle de fin du conflit et des garanties pour qu'il n'y aura pas de nouveau dans quelques mois de nouvelles frappes contre l'Iran. Sur le détroit d'Ormuz, l'Iran percevra des taxes et aussi des réparations de guerre de la part des pays qui ont participé à la guerre, en particulier les monarchies arabes du Golfe Persique. Et enfin, sur le dossier nucléaire, la position de Téhéran n'a pas changé. Pas question d'abandonner le programme nucléaire, pas question d'envoyer à l'étranger les stocks d'uranium enrichis, mais l'Iran est prêt à suspendre l'enrichissement d'uranium pendant 5 ans. Ça peut être 7 ans parce que l'Iran n'a pas la capacité de le faire pour l'instant parce que les installations ont été fortement endommagées. Et ensuite, l'Iran est prêt à diluer le niveau d'enrichissement des 400 kg d'uranium enrichi à 60% pour les ramener à moins de 5%. Voilà, merci beaucoup à Siavosh Ghazi, donc à Téhéran. Est-ce que Trump peut surmonter ces lignes rouges dont vous parlez à l'instant, Siavosh Ghazi? Est-ce qu'il peut ces lignes rouges de ce régime sont très clairement, totalement l'opposé de ce que veulent les Américains. Est-ce qu'il peut les surmonter? Moi, je pense qu'on a face à un régime qui lâchera rien. Moi, je pense que de toute façon, et il n'y a pas que les Américains qui réfléchissent à ça. On voit les pays arabes comme les Émiratis ou les Israéliens. À un moment, il va falloir y retourner parce que ces lignes rouges, c'est insurmontable certainement pour ces régimes, mais aussi un problème pour tous les pays du Golfe et autour. Alors les pays du Golfe, justement, ça c'est aussi c'est un moyen de pression pour les Iraniens, général Chouvency. Et c'est peut-être ça aussi qui fait réfléchir Donald Trump en se disant est-ce que par rapport à ce que je vais décider, ça peut impacter à nouveau les pays du Golfe?
C'est difficile à dire. Bon, d'abord, il est certain qu'avec ce qu'on vient d'entendre, le régime iranien n'a pas l'intention de céder sur quoi que ce soit. En gros, il dit « j'ai gagné, donc vous appliquez mon plan de paix », en quelque sorte. Donc déjà, ça va peut-être pas marcher. Maintenant, pour revenir aux pays arabes, quand même, les pays arabes ont été agressés directement par l'Iran, alors qu'ils n'étaient pas belligérants, qu'ils avaient interdit aux Américains d'utiliser leur base de manière directe pour attaquer l'Iran, il faut quand même bien le rappeler, et que quand même l'Iran a frappé des infrastructures civiles, dont une usine de désalinisation au Koweït. Donc quand même, l'Iran a déjà agressé tous ces États. Et moi, je m'interroge, même si je comprends parfaitement les conséquences, pourquoi ces pays qui ont énormément dépensé d'argent pour leur défense, ils ont pratiquement autant d'avions de chasse ultramodernes que les Américains dans la région, même pas l'oublier. Comment se fait-il qu'ils soient sur une position purement défensive? Et peut-être qu'à un moment, il y aura un cap qui sera franchi, où notamment les Émirats Arabes Unis, qui sont quand même, ils ont du caractère, qui ont été les plus frappés. Et beaucoup de coopération avec les Israéliens désormais. Aussi maintenant, voilà. Ça a été très vocal là-dessus, effectivement, les Émirats. Donc là, il y a un moment, ils vont être un petit peu contraints d'y aller, parce que, à force d'être menacés et d'être frappés sans réagir, il y a un moment, et puis encore les dernières menaces. De toute façon, qu'est-ce qu'a dit l'Iran? L'ayatollah qu'on nous a fait passer, ou le mollah tout court, qu'on nous a fait passer tout à l'heure, qui dit en gros, de toute façon, on va faire tomber les pétromonarchies. N'oublions pas que c'était comme un objectif de l'Iran pendant des dizaines d'années, avant la guerre, de faire tomber les pétromonarchies, parce que il est considéré comme presque impie, c'est des sunnites, ils étaient chiites. C'est quand même, n'oublions pas que l'Iran est une république révolutionnaire et qui avait une vocation à exporter sa révolution dans les pays sunnites de la péninsule arabique. Donc, il faut prendre ça aussi en considération. On va revoir ce que disent les Iraniens qui jugent donc le retour du conflit probable. Voici ce que dit le général Mohamed Jafar Assadi, haut gradé des gardiens de la révolution. Une reprise des affrontements entre l'Iran et les États-Unis est probable. Les faits montrent que les États-Unis ne respectent aucun engagement. Manélie Mirkan, vous êtes d'accord? Une reprise du conflit est probable? Une reprise est probable parce que alors d'une part les Iraniens bloquent les négociations. Moi j'appelle plus ça des négociations quand on impose toutes ces volontés et qu'on infléchit sur rien. Ce ne sont plus des négociations. Et puis d'autre part, on a l'impression quand même qu'il pousse en fait Donald Trump vers cette décision en menaçant les pays du Golfe. Alors on parlait de ces pays du Golfe, c'est intéressant parce que pendant plusieurs jours ils ont essayé de communiquer à ces pays du Golfe en les retraitant comme voisins et en leur promettant d'avoir une bonne gestion en père de famille du détroit d'Hormuz. Ce qui rappelle, pardon Manélie, les excuses de Pezeshkian après les bombardements en disant vraiment on n'a pas fait exprès, désolé. Et puis aujourd'hui ils reviennent à menacer non seulement ces pays, en plus les autorités de ces pays en disant on va frapper y compris vos palais et vos... Donc ces menaces-là créent une espèce de fait en fait de coalition autour de Donald Trump. Aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où même les pays du Golfe poussent Donald Trump à prendre cette décision d'aller vers les attaques. L'Iran a les moyens de résister, de tenir dans la durée? L'Iran a toujours eu et a encore des moyens de nuisance en fait. Et je pense que toute la question, ce n'est pas tant de savoir combien il lui reste de missiles ou quel type de missiles il va utiliser. Ils ont dit aujourd'hui qu'ils avaient des nouveaux missiles à montrer. C'est plus, est-ce qu'on va arriver à limiter les dégâts et l'escalade, et à quel point ces pays qui sont aujourd'hui, je pense, en relation avec Donald Trump, lui donne quelque part cette fenêtre ouverte de on va gérer. Ça va être la vraie question. Comment on va contenir la nuisance iranienne? C'est pas tant l'ampleur que une seule frappe suffit en fait. Une seule frappe d'une infrastructure suffit à créer le chaos. On va parler aussi des capacités militaires américaines. Je vais me lever, je vais aller rejoindre Pierre Barbin. Pierre, les États-Unis ont toujours une forte présence militaire dans la zone. Oui, il faut savoir que le pays a plusieurs bases militaires dans cette région du monde. On le voit d'ailleurs sur cette carte, au Qatar, en Irak, en Arabie Saoudite ou encore aux Émirats Arabes Unis, pour ne citer qu'elles. On sait d'ailleurs que ces bases militaires ont été une cible de choix pour l'Iran et qu'elles ont été fortement
fortement touchés. Dans ces bases militaires, on compte environ 40 000 soldats américains. Mais ces forces militaires ont été renforcées, et ce depuis plusieurs semaines. On l'a évoqué ici à de nombreuses reprises, avec bien évidemment la présence de 3 porte-avions qui sont arrivés, 3 porte-avions américains qui sont arrivés il y a quelques semaines dans la région. On va les voir, le Ford en mer Rouge, le Bush dans l'océan Indien, ou encore le Lincoln qui est basé au large des côtes d'Oman. Ils sont accompagnés, et c'est ce qui est intéressant de voir, chaque porte-avions de plusieurs destroyers. Il y en a également 2 en mer Méditerranée. Et ce n'est pas fini quand on additionne tout cela aux navires de combat, ainsi que l'USS Tripoli, un navire amphibie qui a été déployé dans la région il y a un mois seulement. Voici donc l'armada américaine au Moyen-Orient, la plus importante depuis 2003. Vous le voyez sur cette carte. Cela représente au total environ 50 000 soldats américains. Mais 10 000 hommes supplémentaires sont venus en renfort ces derniers jours. Une armée présente en force au Moyen-Orient, prête à tout moment en cas de reprise des combats, si Donald Trump le décide. Merci beaucoup Pierre. Général Chevancy, Donald Trump, lui, il est sûr de ses forces, de ses capacités militaires. Oui, mais nous sommes dans des forces aéronavales, donc on peut exclure, malgré les quelques milliers de Marines, d'une part, qui sont embarqués, donc les forces terrestres, même si ce sont des forces qui n'appartiennent pas à l'armée de terre, mais peu importe, c'est les forces terrestres en tant que telles. Les 40 000 hommes ne sont pas uniquement, c'est beaucoup d'aviation et de soutien à l'aviation aussi, dans les différentes bases. Ensuite, toutes les bases ont été en partie, je dirais, abandonnées dans le bon sens du terme, c'est-à-dire elles étaient soumises à des frappes, donc on laisse pas ces soldats sous le feu, mais la capacité aéronavale est quand même formidable. C'est plusieurs centaines d'avions de guerre, de renseignement, un grand nombre de Tomahawk qui existent. Alors je sais que vous avez reparlé des munitions, mais quand même, à bord des sous-marins nucléaires d'attaque, c'est quand même au moins une centaine de Tomahawk à chaque fois. Donc, et comme il y en a plusieurs, ça peut faire aussi très mal. Sans oublier ce qu'il y a aussi sur les frégates qui disposent aussi du même type de matériel. Donc aujourd'hui, il y a une capacité de frappe. Quand on parle de pulvérisation, je pense qu'effectivement, il y a des endroits qui vont être pulvérisés avec ces moyens-là. Et ils y sont encore. Et n'oublions pas que depuis, maintenant même depuis le 28 février, il y a eu plus de 115 000 tonnes de matériel qui ont été débarquées par Israël, et que depuis 48 heures, il y a 6500 tonnes de matériel et de munitions, bien entendu, qui ont aussi été débarquées. Donc ça fait la trêve, ou le cessez-le-feu de 3 semaines, permet aussi de recompléter ses munitions, de remettre en état son matériel, de reposer les équipages, de faire du renseignement, surtout pour savoir où on va frapper. Et je dirais que la flotte qu'on nous présente là est quand même assez conséquente, c'est le moins qu'on puisse dire. 3 porte-avions, ce n'est pas rien, plus tout ce qu'il y a autour, fait que, oui, il y a une capacité de pulvérisation d'une partie des infrastructures iranienne. Et Pierre Barbin nous le disait, Elisabeth Shepard-Selam nous parlait de ces 10 000 hommes supplémentaires qui sont venus en renfort ces derniers jours. Ça peut vouloir dire que quelque chose se prépare ? Alors, quelque chose se prépare. Vu le nombre d'hommes et le type d'hommes aussi, on ne parle pas d'envahir comme en Irak. Il faut le dire, c'est pas ce type de soldats ni de matériel, mais il y a quand même énormément. On parle de courte et limitée. C'est ça qu'a dit Ken, je crois. C'est-à-dire, ils ont des capacités amphibies, ils ont des capacités de faire, on va dire, des raids ou on parle beaucoup des détroits d'Ormuz, de faire des actions assez ciblées, mais quand même, ils ont une capacité de frappe importante qui est là. Je pense, on parle beaucoup des porte-avions. Tripoli, par exemple, Tripoli et Boxer ont aussi, entre les avions, les hélicoptères, les Osprey, sans parler des Marines, ont des capacités. Enfin, c'est vraiment, ils ont du tout. Donc, ça peut vraiment permettre à faire des missions limitées, mais très fortes. Benoît Grémard. Oui, sur ces capacités américaines. Justement, ce serait peut-être là une clé de lecture de la 3e phase du conflit, après justement une phase de bombardement, une 2e phase de cessez-le-feu. Est-ce que avec Blocus, est-ce que la 3e phase serait pas justement une juxtaposition des deux, c'est-à-dire bombardement intensif avec blocus naval, de manière justement à toujours pousser l'Iran dans une pression maximum pour qu'il puisse céder. Après, effectivement, et je vous rejoins complètement, l'idée aussi d'une invasion terrestre territoriale de l'Iran pose un certain problème au niveau logistique et aussi en perte humaine, mais on serait peut-être plutôt sur une force de frappe encore plus augmentée au niveau toujours du bombardement et peut-être du ciblage des installations nucléaires. Effectivement, Grégory, on a parlé sur le plateau d'LCI pendant plusieurs jours d'une possibilité, une éventualité de venir avec des commandos. C'est très risqué.
c'est un scénario très risqué. Oui, honnêtement, ça dépend dans quel but. Vous voulez débarquer des commandos sur l'île de Karg, bon, c'est une grosse opération, mais c'est relativement faisable eu égard à la superficie de cette île. Vous voulez envoyer des troupes au sol sur les îles qui sont dans le détroit d'Ormuz, c'est à peu près encore gérable, mais ça commence à se compliquer un petit peu. Vous voulez sécuriser tout le détroit d'Ormuz avec des hommes au sol, vous avez une côte de 1200 km. Là, pour le coup, ça me semble totalement irréaliste d'imaginer que ce soit des hommes au sol qui viennent sécuriser le détroit d'Ormuz. Peut-être que je serais démenti, mais là, l'US Army se lancerait dans une opération de très grande ampleur et très risquée aussi pour les hommes. Juste, même les îles, il faut regarder la taille des îles. Ils sont très grands. On pense souvent à Okinawa, enfin quand je pense aux Marines, je pense à Okinawa et Iwo Jima. Ils n'ont pas les nombres qu'ils avaient pour Okinawa et Iwo Jima. Et je rappelle quand même qu'il y a eu énormément de pertes pendant la Deuxième Guerre mondiale des Marines pour la prise de ces îles. Donc il y a quand même des questions à se poser. Même la prise des îles est assez risquée avec aussi peu d'hommes. C'est peut-être quelque chose de plus ciblé que ça. Et puis les drones ont tout changé, c'est-à-dire on peut plus finalement se contenter d'envahir un territoire, alors que justement, comme vous rappelez, les 1200 km de côte, autant de points justement pour envoyer des drones et déstabiliser tout dispositif militaire. Et puis ce serait tellement contraire à la promesse de Trump, no boots on the ground. Après, encore une fois, on sera peut-être démenti, mais il a dit aussi nos guerres. C'est ça. On ne sera pas une surprise près, mais restez avec nous. On va également dans un instant se poser cette question: est-ce que l'Amérique a les moyens de ses ambitions finalement? Nous continuons à en parler dans le grand dossier avec tous nos invités en plateau. À tout de suite. – 17h16 sur LCI, vous êtes bien dans le grand dossier, c'est l'heure du rappel des titres. À la une personne en urgence absolue et plusieurs autres blessés par des éclats métalliques de restes de munitions. Le préfet du Cher donne un premier bilan de la free party à haut risque encore en cours sur un terrain de l'armée française. Près de 20 000 personnes font la fête ce week-end près de Bourges sur un champ de tir. Les victimes avaient entre 17 et 19 ans. 5 jeunes ont été tués. Accident sur cette route de campagne en Ardèche réputée dangereuse. Le véhicule a basculé et fait une chute d'environ de plusieurs mètres. Les causes de l'accident ne sont pas encore déterminées. Et puis le lobby allemand de l'automobile appelle aujourd'hui à la désescalade au lendemain de l'annonce par Donald Trump de nouveaux droits de douane sur les voitures et les camions européens. Plus 25% a annoncé le président américain, reprochant à l'Europe de ne pas respecter les accords commerciaux. Et nous poursuivons notre grand dossier. On parlait il y a quelques instants de la démonstration de force, des capacités militaires américaines. Et on va s'intéresser à ce qui ressemble bien à une faille, puisque les bases militaires américaines seraient particulièrement exposées et surtout endommagées. CNN a mené l'enquête. Camilla Campuzano, on fait le point avec vous. Qu'est-ce qu'on apprend ? Eh bien déjà, on va regarder ce que ça veut dire concrètement en images, puisqu'on a de nouvelles images qui ont été publiées sur les réseaux sociaux iraniens. D'abord des frappes ici au Bahreïn qui est touché en mars, mais également des images du Koweït que vous allez voir dans quelques instants. Alors, je vous propose également de jeter un coup d'œil à une carte pour voir un petit peu dans quelle configuration on se trouve. Il y a toute une série de bases américaines dans la région au Moyen-Orient et elles sont effectivement 16 à être touchées d'après l'enquête de CNN. 16 à travers 8 pays depuis la guerre, c'est sans précédent. Donc on va jeter un coup d'œil à quelques exemples en images du côté de l'Irak, de la Jordanie, en Arabie Saoudite également. L'ampleur des dégâts est impressionnante. On se souvient il y a un mois de ces avions AWACS, des appareils de surveillance équipés de radars géants coupés en deux. Cet avion à lui seul, un avion à lui seul coûte 500 millions de dollars. Une image qui en dit long que vous découvrez en ce moment. C'est justement le genre de cible que cherche à atteindre Téhéran. Des avions, mais aussi des systèmes de communication, des radars, des outils essentiels, vous vous en doutez, pour Washington dans le cadre de ce conflit, mais aussi des outils qui sont difficiles à remplacer et qui coûtent très cher. Voilà donc pour les dégâts à déplorer, Camilla, et il y a également des victimes qui sont à déplorer. Oui, effectivement, des tués, des blessés, c'est ce que rappelle notamment
notamment un commandant adjoint du corps des marines, un lieutenant général qui tire la sonnette d'alarme et relève la vulnérabilité des bases américaines. Ce ne sont plus de simples sanctuaires administratifs, dit-il, nous devons impérativement les considérer comme des unités de combat à part entière. Ces sites ne sont donc pas suffisamment protégés, sont directement exposés, à en croire ce militaire de haut rang. Et il faut dire que ce qui rend la tâche plus compliquée également du côté de Washington, c'est le niveau de technologie que détient l'Iran. Il disposerait, selon le Financial Times, de satellites chinois particulièrement performants qui leur permettraient de voir dans le détail les infrastructures dans les bases américaines, tout ce qu'il faut en fait pour préparer et pour savoir exactement où frapper. Merci beaucoup Camilla pour toutes ces précisions. Grégory Phillips, par rapport à ces frappes sur des bases américaines, c'est un coup dur porté à l'américaine ? Écoutez, ce qu'il faut dire, c'est que ces informations de CNN viennent confirmer une enquête précédente de NBC, je crois, qui rapportait que dans les premières semaines de la guerre, il y avait eu des dégâts importants sur ces bases. On savait que certaines bases avaient été touchées, l'image de l'AWACS détruit, on l'avait vu. On savait que ces bombardements sur des bases américaines dans la région avaient causé la mort de 13 soldats américains. Souvenez-vous de ces 13 cercueils qui en 2 fois sont revenus dans le Delaware et de la cérémonie présidée par Donald Trump. Ce qu'on ne savait pas, c'était l'ampleur des dégâts. Vous avez entendu, 16 bases touchées sur 8 pays différents, avec sans doute des millions de dollars de dégâts. Et pourquoi est-ce qu'on ne savait pas ? Évidemment parce que on est dans une guerre, chacun a son récit, son narratif, et évidemment le CENTCOM, le commandement militaire américain au Moyen-Orient, n'a pas communiqué sur l'importance de ces dégâts, et il a fallu que la presse américaine travaille, enquête pour vérifier à quel point les États-Unis avaient été touchés, étaient vulnérables en fait dans ces pays. Et d'ailleurs, c'était un objectif clairement affiché des gardiens de la Révolution. On va frapper les bases américaines dans toute la région. Là, c'est le résultat. Effectivement, elles ont été durement frappées et on l'apprend quelques semaines après. Elisabeth Shepard-Stedham, est-ce qu'on pouvait s'attendre à ce que l'Iran puisse comme ça frapper en plein cœur ces bases américaines ? Alors, 2 choses. D'abord, ils ont dit qu'ils allaient le faire, donc les Américains le savaient. Sauf que ce qu'on a vu beaucoup, c'est des drones. Et l'incapacité des Américains de réfléchir, ce qu'on a vu quand même en Ukraine depuis 2022, sur comment on protège ces bases, ces hommes, pas des missiles, pas des gros objets dont ils ont l'habitude, mais des drones, des Shahed aujourd'hui, est devenu un enjeu aux États-Unis. Ils sont en train de se rattraper un peu ces dernières semaines, mais on voit qu'on parle beaucoup de nos retards en Europe, mais on n'est pas les seuls. Il y a quand même ce retard aux États-Unis par rapport au se protéger des drones de manière, on va dire, low cost, c'est-à-dire sans déployer les Patriots, sans déployer les missiles THAAD, qui doit être réfléchi. Et effectivement, beaucoup de ces bases avaient été plus ou moins désertées, évacuées. Donc, les dommages sont beaucoup sur des radars, des choses comme ça qui sont problématiques. Mais il y aurait pu y avoir beaucoup plus de morts, mais c'est très problématique et c'est un des enjeux dont on parle beaucoup aujourd'hui au Pentagone, c'est-à-dire il faut aussi protéger ces hommes, son matériel, ses bases. Mais ce qui est très étonnant, c'est que le Pentagone n'est pas, je sais pas, comme nous, regardez ce qui se passe depuis plus de 4 ans en Ukraine. C'est ça, on ne tire pas les conséquences de ce qui s'est passé en Ukraine. Alors que et je crois que c'est CNN qui en avait parlé, il y a 6 mois, les Ukrainiens sont venus au Pentagone présenter ce qu'ils font contre les missiles, contre les drones, en disant on vous propose de travailler ensemble. Les Américains ont dit non. Et aujourd'hui, ils sont obligés, notamment sur les bases, je pense au Prince Sultan en Arabie Saoudite, obligés d'utiliser SkyMap et d'autres moyens ukrainiens justement pour se protéger. 16 bases touchées, c'est énorme. Mais Manélie Mirkan, vous avez été surprise, vous, par effectivement la capacité, le pouvoir des mollahs à réussir comme ça à toucher ces cibles ? Je pense que la surprise ne vient pas tant des capacités des mollahs. On savait qu'ils avaient des drones, on savait comment ils avaient utilisé ces drones en Ukraine. En revanche, la surprise est au niveau informationnel, sur la précision de ces frappes, sur ces imageries satellites qu'ils ont obtenues à l'aide de la Chine, de ces radars achetés aux Chinois. Je pense que c'est là, en fait, le facteur qui a vraiment changé entre ce qu'on a pu voir dans la guerre de 12 jours. Alors, dans la guerre de 12 jours, ils n'ont pas utilisé les drones, mais les missiles, on voyait que c'était absolument pas précis. Et ce qui s'est passé là, est-ce qu'ils ont
cacher leur capacité à être aussi précis, à être aussi fatal sur ces bases, ou est-ce que tout simplement ils ont vraiment tout mis en œuvre durant ces 6 mois pour rattraper le retard? En revanche, je pense vraiment la surprise vient de là, et l'enjeu aussi aujourd'hui, s'il y a une nouvelle phase de guerre, va être de gérer cette aide venant de la Russie, venant de la Chine sur les Iraniens pour limiter encore une fois la capacité de riposte des Iraniens. Autre point également que je voulais évoquer avec vous, c'est ces livraisons d'équipements militaires américains qui pourraient être impactés. Alors on voit bien que Donald Trump finalement d'un jour à l'autre change de version. Il avait dit qu'il n'y aurait aucun problème, et finalement selon le Financial Times, regardez, les États-Unis vont retarder leur livraison d'armes à certains pays européens à cause de ce conflit. Annonce qui a été faite par des responsables américains à leurs homologues européens, et notamment ceux des nations baltes et scandinaves. On va écouter à ce sujet le président finlandais et le président estonien. Nous menons actuellement des discussions sur les livraisons de matériel de défense. En raison de la situation mondiale, c'est-à-dire de la guerre en Iran, c'est un secret de polichinelle que certains stocks et systèmes de livraison aux États-Unis sont soit redirigés vers d'autres destinations, soit retardés. Mais je ne vois aucune raison de s'alarmer ici en Finlande. Nous sommes dans la même situation à cet égard. Je sais qu'il y a du retard. Il faudrait sans doute demander à notre ministre de la Défense de quel type de missile ou de munitions il s'agit. Mais d'après ce que je sais, il s'agit du système HIMARS. Benoît Grémard, ils sont en manque de munitions, les Américains ? Disons qu'ils doivent gérer une guerre d'attrition, de bombardement sur. Rappelez-vous, c'est plus de 20 000 frappes qu'ils ont dû orchestrer au cours du mois de mars. Et effectivement, dans le planning, les calendriers, on a vu que Donald Trump, au cours du mois d'avril, avait mobilisé les industriels américains pour justement produire. On n'est pas encore bien sûr dans l'économie de guerre, mais faire face justement à la pénurie des stocks qui pouvaient être grandissants, notamment. Il faut du temps pour créer en fait certains types de munitions tels que les Tomahawk. Et effectivement. L'idée, c'est bien sûr en termes de logistique, restructurer les commandes, prioriser les points. Là, le conflit américain, il est effectivement au niveau de l'Iran. L'Europe peut attendre, mais c'est dans la logique en fait de Donald Trump depuis ses 2 mandats. Ça aura un impact évidemment pour les pays concernés. Elisabeth Shepard-Sellam, là on entend les pays baltes, et ça peut aller encore plus loin. Mais ça peut aller encore plus loin. Pourquoi ? Alors, il y a 2 choses. Parce que les Américains ne pensent pas juste en termes de cette guerre-là. Ils sont aussi très inquiets pour ce qui pourrait se passer dans l'Indo-Pacifique. Et en fait, et si on regarde, par exemple, les THAAD et les Patriots, ils ont déployé, je crois, 50% de leur stock dans les 2 cas et 40% des Tomahawk. Les Américains, qui d'ailleurs avaient déjà prévenu les Européens quand ils demandaient la livraison des Tomahawk aux Ukrainiens, qu'ils n'avaient pas assez de stock, pour eux déjà, et qu'ils ne pouvaient pas livrer aux Ukrainiens. C'était avant la guerre. Voilà. Et c'était avant la guerre, depuis le mois de février. Et tout le monde disait non, ils mentent. Non, ils mentent pas. Ça fait à peu près 15 ans que même le Congrès tire la sonnette sur la production des munitions. Si les Américains veulent faire et veulent garder cette capacité d'avoir 2 guerres majeures en même temps, 2 guerres d'intensité, si demain l'Indo-Pacifique est éclaté, effectivement, il y aura un problème. Pourquoi ? Parce qu'ils déshabillent Jacques pour habiller Paul, c'est-à-dire ils prennent l'Indo-Pacifique pour cette guerre, et ça c'est un véritable problème si demain quelque chose arrive dans l'Indo-Pacifique ou ailleurs qui les concerne. Donald Trump, en tout cas, lui, 2 façades. Il ne doute pas sur cette question, avec selon lui des stocks d'armes et de munitions qui sont très importants. On va l'écouter. Nous en avons plus que nous n'en avons jamais eu. Partout dans le monde, nous avons des stocks militaires. Partout dans le monde, nous avons de vastes quantités de munitions. Et actuellement, nous avons 2 fois plus que ce que nous avions lorsque la guerre a commencé. Mais c'est réparti dans différents pays, différentes bases. Mais ce qui s'est passé, c'est que Biden est arrivé comme un idiot et il a donné beaucoup de notre équipement à l'Ukraine. 350 milliards de dollars dépensés. Nous ne faisons pas cela. Tout le monde doit payer. L'Union européenne nous paye. Mais Biden, lui, n'obtenait rien. Mais il a donné une grande partie de notre armement. Alors,
En proportion, ça ne représente pas grand-chose, mais il a quand même donné beaucoup à l'Ukraine. Nous avons reconstruit, mais nous avons des stocks partout dans le monde. En économie de guerre. Difficile, Grégory, de savoir vraiment ce qu'il en est sur l'état des stocks américains. On ne sait pas s'il bluffe Donald Trump. Il y a un problème de stock. D'ailleurs, ça a été évoqué quand Pete Hegseth, le secrétaire à la guerre, a été entendu cette semaine par le Congrès. J'ai plus les pourcentages exactement en tête, mais je crois que sur les Tomahawk, ils ont dépensé un tiers de leur stock et peut-être un peu plus concernant les Patriotes. Donc oui, entre plusieurs milliers de frappes pendant les premières semaines de la guerre. Si d'aventure les États-Unis et Israël décidaient de repartir dans une campagne de frappe, ça va évidemment, il va falloir puiser encore dans les stocks, et c'est d'ailleurs pour ça que la piste d'une nouvelle campagne, mais plutôt courte sur une durée déterminée, est sur la table aujourd'hui. Et en face, Maneli Mirkan, il y a l'Iran prêt à riposter. Oui, l'Iran est prêt à riposter. On sait qu'ils ont des capacités, qu'ils ont déterré un certain nombre de lanceurs de missiles dont l'entrée des tunnels avait été frappée. Ils parlent aujourd'hui d'un nouveau type de missile qui est défini comme étant hautement technologique. Après, est-ce que c'est un effet d'annonce ou est-ce que c'est dans la réalité ça peut exister? Ça montrerait que pendant toutes ces années, il y a beaucoup de pays qui leur ont transféré de la technologie, parce que ça c'est pas vraiment au niveau des Iraniens de développer ce genre de choses, même s'ils ont tout le savoir-faire, mais c'est un pays sanctionné, c'est le pays le plus sanctionné. Donc ils ont la capacité de frappe. Encore une fois, la limitation de leur pouvoir de nuisance tient à deux choses. D'une part, de limiter l'aide qu'ils peuvent recevoir en termes d'information de la Chine et la Russie, et deuxièmement, la capacité défensive de ces pays du Golfe à pouvoir se protéger de ces nuisances. Ces deux facteurs vont être déterminants pour les Américains pour prendre une décision de frappe, parce qu'on sait qu'ils vont riposter. Ils ont déjà prévenu, ils ont déjà même défini les cibles. Tout simplement, c'est comment on arrivera à les contenir. Grégory Phillips, on va se lever parce qu'on va parler ensemble de ces capacités militaires iraniennes. Grégory, quelles sont les nouvelles armes iraniennes? Justement, le missile de haute technologie dont parlait Maneli à l'instant. Regardez ce clip de propagande qui a été diffusé par la République islamique d'Iran pour vanter les mérites de cette nouvelle arme qui pourrait être utilisée évidemment dans la phase 2 de la guerre. Alors on n'a pas les caractéristiques techniques de ce nouveau missile encore, mais on sait que par exemple un des missiles les plus puissants iraniens, c'est le Khorramshahr 4 qui a été présenté notamment ces derniers mois, qui serait capable d'atteindre Israël en 10 à 12 minutes. C'est un énorme missile qui fait 13 mètres de long, il peut faire 2000 km et surtout il a des ogives à sous-munitions. Donc on peut imaginer que le missile qui est présenté dans ces images de propagande, la promesse iranienne, est d'un missile encore plus puissant. Autre exemple, les drones, évidemment, avec les drones Arash qui ont été présentés à la foule dans les rues de Téhéran. C'était le 29 avril dernier. Ça aussi, c'est un peu la dernière technologie en matière de drones pour les Iraniens. Portée environ 2000 km également. Vitesse entre 300 et 500 km/h avec une charge explosive qui peut faire jusqu'à 150 kg. Donc ça peut faire des dégâts très importants. On évoquait les dégâts sur les bases militaires américaines par exemple. Pourquoi ? Parce que c'est 2 fois plus rapide quasiment qu'un drone Shahed. Et puis il y a les menaces pour l'avenir. Écoutez par exemple ce commandant de la marine iranienne qui promet le pire à l'ennemi américain. Nous allons déployer de nouvelles capacités maritimes dans un avenir très proche. Nos ennemis se retrouveront face à face avec cette arme qui les effraie tant. Voilà, on ne sait pas ce qu'est cette nouvelle arme évoquée par ce militaire de la République islamique, mais effectivement, ces menaces interviennent au moment où Donald Trump promet de pulvériser l'Iran peut-être à nouveau. On se demande, Grégory, quelle est finalement la capacité de résistance de l'Iran ? Écoutez, comme les Américains, ces semaines de cessez-le-feu ont été utilisées évidemment pour ou reconstituer les stocks, ou les déplacer, ou les réorganiser. Donc évidemment, les Iraniens, mais comme les Américains, se préparent à une deuxième manche si jamais elle devait avoir lieu. Ce temps est mis à profit pour fourbir ses armes et se préparer évidemment.
Combien de temps le régime peut-il encore tenir, encore durer ? Honnêtement, personne ne sait, mais ce qu'on peut dire, c'est que la capacité de résilience du régime a été testée pendant les premières semaines de la guerre, et on voit que le régime n'est toujours pas à terre, donc vous avez quand même une très forte capacité à résister aux frappes israéliennes et américaines. Pourquoi ? Parce que ça fait 47 ans que le régime se prépare à cette guerre. Il était bien préparé. Merci beaucoup Grégory pour toutes ces précisions. La capacité de résilience, effectivement, c'est ce qui marque depuis le début de ce conflit. Maneli Mirkan, est-ce que Donald Trump avait peut-être finalement sous-estimé cette capacité de résilience iranienne ? Je pense que Donald Trump avait surestimé l'ampleur de ce que pouvait représenter la mort de Khamenei et son entourage. Je pense que c'est vraiment... Ils avaient à aucun moment misé sur entrer et poursuivre une guerre pendant quelques semaines. Auquel cas, il aurait pu effectivement, s'ils avaient misé sur quelques semaines de guerre au départ, anticiper une résilience iranienne. Pourquoi ? Parce que l'Iran est dans une économie de guerre de fait. Depuis 20 ans, c'est le pays le plus sanctionné. Ils savent tenir, ils ont les rouages pour contourner les sanctions, contourner les blocages, contourner... Et donc, finalement, cette résilience, elle est là. Et puis, la résilience, j'allais dire, en temps de guerre, et de fait, existe aussi, même si toute la base, j'insiste vraiment sur le fait qu'il n'y a pas d'effet de drapeau. Les Iraniens veulent la fin de ce régime et veulent sauver leur pays. Mais à partir du moment où on est dans une guerre qui va toucher les infrastructures, qui va toucher l'électricité, qui va toucher l'industrie pétrolière, etc., les limites deviennent floues. Et donc, dans ce flou se crée une autre résilience, qui est une résilience qui vient de la société. Et ça, c'est effectivement dangereux d'aller vers là. Et je pense que le bascule peut-être dans cette résilience iranienne s'est fait au moment où il y a eu cette menace sur la civilisation iranienne, sur les infrastructures, etc. Sans ça, honnêtement, les gardiens de la révolution auraient été très isolés. Leur capacité de nuisance militaire existe, évidemment, mais aurait peut-être tombé beaucoup plus vite après le blocus au niveau économique ou après ces distorsions au sein du régime quand les têtes ne sont plus là. Il y a plus de 160 hauts dignitaires du régime qui ont été frappés au commandement, etc. Même s'il y a eu des remplacements, les chaînes de commandement sont défaillants. Les chaînes de prise de décision sont défaillantes. Donc, c'est une résilience qui existe parce qu'il y a cette guerre, mais c'est une résilience aussi qui est très fragile si demain la guerre s'arrête et que la société revient à elle-même et que le régime doit revenir dans son cours de vie normal quelque part. Donc c'est très paradoxal en fait ce mot résilience et a double sens effectivement. Il y a quand même un grand flou sur cette réalité de la puissance iranienne, difficile de savoir ce qu'il en est exactement, Benoît Grémard. C'est un peu le grand flou, le terme qu'on employait, effectivement. On ne connaît pas précisément l'état de cette puissance. La puissance militaire iranienne, elle est déjà balistique. Si vous voulez, au cours des dizaines de dernières années, vous avez en fait un développement de toute une gamme de missiles à distance plus ou moins grande, qui ont été notamment mixés en fait dans certaines phases du conflit. Donc la puissance iranienne, elle est toujours sous-jacente ou à distance. Elle n'est pas nécessairement frontale. La dernière confrontation qu'ils ont eue, c'était la guerre Irak-Iran dans les années 80-88. Donc vous avez d'une part une grande production, parce que c'est quand même aussi un pays d'ingénieurs, d'une capacité balistique. Le programme balistique iranien était aussi en fait un problème de sécurité internationale. Et à côté de ça, avec l'expérience de la guerre des 12 jours l'année dernière, on a vu aussi que les Iraniens, même s'ils étaient fortement touchés, étaient capables de reconstruire finalement les modèles de production, recréer les lanceurs pour justement continuer un conflit. Donc ils ont à la fois cette habitude, sous pression, puisque la pression, le blocus, les sanctions économiques en fait ont duré pendant des dizaines d'années. Donc cette résilience, elle est finalement presque entretenue depuis 40 ans et elle renforce ce régime peut-être finalement à chaque crise. Ils peuvent durer, ils peuvent tenir encore. Elisabeth.
Il y a deux choses. C'est pas simplement qu'ils peuvent tenir, mais aussi que depuis le début, les Américains n'ont pas mis le paquet en réalité. Les doutes de Donald Trump, le fait qu'il ne voulait pas, dès le début, acheminer toute la puissance américaine nécessaire, a certainement aussi donné une fenêtre d'opportunité à ce régime de se dire on est très fort parce que les Américains ne veulent pas y aller. Il a promis. En effet, c'est un régime qui est très intelligent quand même. Ils savent très bien les promesses de campagne de Donald Trump. Ils savent très bien ce que dit l'opinion publique américaine et ils savent très bien que Donald Trump est dans une situation, dès le début, qui est assez complexe et compliquée, surtout qu'il n'est pas allé au mois de janvier, quand peut-être ça aurait été plus compris dans son public. Et je pense que le fait est, si on regarde même les chiffres par rapport à Irak ou d'autres interventions qu'on n'a pas mis le paquet dès le début, ils le savent. Donc face déjà à leur planification, à leur capacité aussi, on va dire, industrielle, et d'enfuir tous ces drones, par exemple, ils savent aussi, face à eux, qu'il y a une réticence. Et je pense que ça aussi, ça aide un peu. Grégory. Et puis il y a un signal, alors là je ne parle pas de la chose militaire, mais un autre signe que le régime tient. Vous avez vu que la répression se poursuit. On a encore appris aujourd'hui l'exécution de 2 Iraniens qui ont été accusés de conspiration avec le Mossad. Je crois qu'on est à plus d'une vingtaine d'exécutions de peine capitale depuis le début de la guerre, 4000 arrestations. Donc il y en a qui attendent dans les couloirs de la mort. Et il y en a qui attendent dans le couloir de la mort. Donc malheureusement, le régime répressif tient encore et tient le pays avec une force et une violence qu'on avait vu évidemment les 8 et 9 janvier dernier avec le bilan qu'on connaît. Il y a un sujet évidemment clé aussi, c'est le nucléaire, véritable point d'achoppement. Et si Vladimir Poutine était la solution, Vladimir Poutine pourrait-il éviter une reprise du conflit ? On va en parler avec vous dans un instant, mais d'abord on va se tourner vers Moscou pour rejoindre Jérôme Garraud, qui est le correspondant de TF1 LCI à Moscou. Vladimir Poutine qui a fait une proposition à Donald Trump sur l'uranium enrichi. Est-ce qu'on en sait plus, Jérôme ? Bonjour, alors le Kremlin n'a pas donné les détails de cette proposition, mais par le passé, une offre avait été faite et prévoyait le transfert de l'uranium iranien vers le territoire russe pour être ensuite converti à des fins civiles. Donc on ne parlait pas à ce moment-là d'un simple stockage ou d'une destruction. Donc le président russe Vladimir Poutine a vraisemblablement réitéré cette offre auprès de Donald Trump pour la 2e fois en 2 semaines. C'est une manière de couper, de neutraliser le casus belli américain. On se souvient que Donald Trump a maintes fois déclaré qu'il ne laissera jamais l'Iran se doter de l'arme nucléaire. Et puis c'est une proposition qui reprend en partie les termes de l'accord cadre de 2015 qui prévoyait le transfert d'une partie de l'uranium enrichi en Iran vers le territoire russe. Alors pour l'instant, les États-Unis semblent décliner et l'Iran n'a pas non plus l'intention de se séparer de ce stock d'uranium, mais on voit encore une fois combien Vladimir Poutine continue d'investir ce terrain diplomatique. C'est là, pense-t-il, qu'il peut jouer un rôle crucial pour secourir son allié iranien. Benoît Grémard, est-ce que cette proposition de Vladimir Poutine pourrait un jour être acceptée par les États-Unis ? Le problème, c'est le prix, à la fois pour les deux parties. Au niveau des Américains, si justement les Russes récupèrent l'uranium enrichi iranien, ce sera autant, si vous voulez, une clé diplomatique vis-à-vis du conflit en Ukraine que gère Vladimir Poutine par rapport aux Américains pour qu'ils s'en retirent. Et donc, ils retirent aussi tout appui au niveau de l'Europe par rapport à l'Ukraine pour en faire finalement sa chasse gardée. Et aussi, quel prix à payer au niveau des Iraniens, comme rappelé en fait dans le reportage. Si vous voulez, l'uranium enrichi, il est constitué depuis presque une trentaine d'années par l'Iran et ça va être sa garantie à terme de sanctuariser son territoire et donc d'éviter tout nouveau bombardement d'une puissance étrangère. Donc le prix à payer, je pense au niveau des deux parties, est beaucoup trop fort. Il veut, Vladimir Khan, finalement peut-être aussi jouer un rôle, Vladimir Poutine, vis-à-vis de son allié iranien en faisant cette proposition ? Alors, c'est pas la première fois. La Russie s'était déjà interposée au moment des négociations, même avec les Européens, en disant, puisque j'ai aidé l'Iran à construire son infrastructure nucléaire, je peux aussi aider à dénouer, et c'était inacceptable, évidemment, par les Européens. Aujourd'hui, cette proposition, elle vient après une visite de Al-Archi, donc le ministre des Affaires étrangères qu'on voit à l'écran en Russie. Les Iraniens donnent quelques indications sur les termes de cette proposition un peu plus précises. A priori, il y aurait même une compensation financière, une proposition de compensation financière. Tout ça n'est pas officiellement confirmé, mais les Iraniens disent qu'ils sont prêts à payer
pour reprendre ces stocks, les diluer, nous les rendre. Donc ce serait quelque chose... Alors, je pense que c'est un rhétorique qu'ils utilisent par rapport à leur base des durs qui ne veulent pas céder sur le nucléaire, qui ne veulent pas transférer. Vous savez, le problème, ce n'est pas tant de trouver un pays qui soit acceptable. Le problème, c'est de convaincre la base idéologique des soutiens du régime que cette solution serait acceptable pour sortir l'Iran du conflit. Il y a chez les durs des gardiens de la révolution ceux qui disent on va protéger le site d'Ispahan, on va faire un bouclier humain pour que ces stocks ne sortent pas. Donc il y a une résistance vis-à-vis de parce qu'ils s'estiment gagnants de cette guerre. On n'a aucune raison de céder sur les stocks. Le plus dur est là et pas tant quel pays. Évidemment que le choix de la Russie n'est pas acceptable du point de vue des Européens, n'est pas acceptable pour les Américains. Les Iraniens, pour l'instant, n'ont pas donné de signe, mais je pense qu'ils pourraient s'en contenter. Grégory, est-ce qu'avec cette proposition, Vladimir Poutine n'essaie pas finalement de se racheter une réputation ? Oui, mais quelle ironie de l'histoire, quand même. Poutine, en faiseur de paix, qui viendrait, grâce à sa proposition d'aide, de diluer les 440 kilos d'uranium enrichi, qui viendrait mettre un terme à ce conflit. Rappelons que hier encore, Poutine bombardait Kherson, qu'il y a eu des morts. Rappelons, aujourd'hui, je crois, Volodymyr Zelensky fait état de mouvements de troupes en Biélorussie, avec quand même l'inquiétude d'une nouvelle offensive russe. Voilà, ce serait quand même une ironie de l'histoire. Mais de fait, il parle aux Iraniens, il parle aux Pakistanais, et il peut, par ce biais-là, dire, regardez, je compte sur la scène internationale, je peux être un des acteurs, en tout cas, du règlement de ce conflit. Il peut éviter une reprise du conflit ? Honnêtement, je crois pas trop à la solution russe de récupération de l'uranium comme Maneli, pour la raison que vous avez évoquée. C'est-à-dire que il faudrait que les Iraniens soient d'accord, et on voit bien qu'au plus haut niveau du régime, si tant est qu'on sache exactement qui dirige ce pays, ils ne veulent pas se débarrasser de ce trésor, enfin, ou de, je sais pas comment dire, de cette assurance vie. Ils ont investi des millions, voire des milliards de dollars dans ce programme nucléaire. C'est pas pour, alors qu'ils s'estiment en position de force au moment de ce cessez-le-feu, c'est pas pour dire bon, ok, on rend notre assurance vie, et on rend ce trésor atomique qu'on a mis des années à constituer. Et puis rappelons que cette guerre bénéficie aux Russes. En fait, ils n'ont pas intérêt vraiment à ce que cette guerre s'arrête. Les attentions sont portées sur l'Iran. Toute la capacité militaire américaine qui aurait pu bénéficier à un moment donné à l'Ukraine part sur l'Iran. Et puis, ils sont en train de dédoubler leurs revenus pétroliers. Aujourd'hui, la Syrie achète uniquement du pétrole russe, et avec l'approbation de la communauté internationale. Donc, ils n'ont pas vraiment cet intérêt. En revanche, la Russie n'a jamais voulu que l'Iran devienne nucléaire. Pourtant, et c'est tout le paradoxe, ils ont aidé les centrales civiles. Oui, et fait intéressant qu'on ne dit pas souvent, à Bouchet, donc le central de Bouchet qui est géré par les Russes, les Iraniens n'ont pas le droit d'utiliser leur uranium enrichi. Donc, quelque part, les Russes jouent toujours un jeu assez paradoxal sur le plan nucléaire avec les Iraniens. Elisabeth Shepard-Selam, est-ce que du côté américain, cette proposition de Vladimir Poutine est acceptable ? Cette aide de Poutine, si on peut dire, est acceptable ? Alors, comme disait Maneli, c'est pas la première fois, et à chaque fois, pour l'instant, ça a toujours été non. Et je pense pas que c'est acceptable pour les Américains. Je pense que pour plein de raisons, dans la main des Russes, on peut pas garantir que ça reviendrait pas justement dans les mains des Iraniens, surtout quand on voit aussi les aides, on va dire, pendant cette dernière guerre. On peut dire ce qu'on veut de Trump et sa proximité avec Poutine, mais pour des raisons stratégiques et surtout sécuritaires, entre les mains des Russes, je suis pas convaincu que les Américains pourraient accepter. Petite parenthèse sur la Russie, Vladimir Poutine a reconnu que l'économie russe déclinait, avec un PIB de la Russie qui a diminué d'1,8% en début d'année. Voilà, il a été forcé de reconnaître qu'effectivement, au niveau économique, ça n'allait pas. Et on est à 8 jours du défilé sur la place rouge, un moment très important évidemment pour le président russe. On a appris qu'il n'y aurait pas de véhicules militaires sur ce défilé, que des troupes au sol, pour des raisons de sécurité notamment. On avait commencé tout à l'heure à évoquer, Grégory, avec vous, l'opinion américaine sur ce conflit en Iran, avec ce sondage du Washington Post. La guerre en Iran, aussi impopulaire que la guerre en Irak et la guerre du Vietnam,
Alors évidemment, il faut, voilà, c'est difficile de comparer parce que les chiffres ne sont pas les mêmes, les données ne sont pas les mêmes, mais les résultats de son sondage sont que 6 Américains sur 10 jugent que l'usage de la force militaire contre l'Iran est une erreur. C'est ce que nous apprend donc ce sondage. Et alors, évidemment, une majorité de démocrates sont opposés à cette guerre. On va rejoindre tout de suite Mathieu Derrien qui nous attend à Washington. Mathieu Derrien, donc sur ce sondage. Est-ce que finalement il pourrait y avoir un impact ? On sait qu'on est à 6 mois des élections de mi-mandat. Ça peut jouer cette guerre en Iran et cette opinion américaine ? Bien sûr, et Donald Trump, on le sait, il les a en tête, ces mauvais sondages. La preuve, c'est qu'il en a encore parlé hier soir. Il tenait un meeting en Floride où il passe le week-end. Et au moment d'évoquer la guerre en Iran, ses supporters se sont mis à chanter USA, USA. Et le président a eu l'air de savourer quelques secondes. Et puis il a dit que devant un tel enthousiasme, c'était justement difficile d'y croire à ces mauvais sondages. Mais la réalité, comme vous l'avez dit, c'est que 61% des Américains la désapprouvent. Et que le Washington Post rappelle, pour un contexte historique, que c'était des niveaux d'impopularité qu'on n'avait plus vus depuis la guerre en Irak en 2003 ou le Vietnam. Il avait fallu 6 ans de guerre du Vietnam pour arriver à un tel niveau d'impopularité. La guerre en Iran, elle, n'a que 2 mois. Mais la différence, c'est qu'on a un président qui avait promis aux Américains, évidemment, qu'il ne les embarquerait plus dans ce genre de guerre avec, je le cite, des pays dont ils ne connaissent même pas le nom. Et on a aussi une guerre qui commence à peser très sérieusement sur l'économie américaine avec un prix des carburants qui s'est envolé, plus d'$1,50 à la pompe depuis le début de cette guerre. Et ça ne passe pas du tout dans l'opinion américaine. Alors Donald Trump, lui, n'a pas d'échéance électorale dont il devrait se soucier. Il n'a plus le droit de se représenter, c'est interdit par la Constitution. Mais dans son camp, au Congrès, les républicains, eux, sont très inquiets de cette guerre qui n'a pas vraiment d'issue. Ils savent que les élections de mi-mandat se rapprochent et que chaque jour où cette guerre dure encore entache un peu plus leur chance de l'emporter en novembre prochain. Merci beaucoup Mathieu Derrien en direct de Washington pour LCI. Grégory, on parlait effectivement donc de ce sondage et ce qui est frappant, c'est que même au sein de la base républicaine, il y a des personnes qui commencent un peu à se poser des questions. Oui, alors quand on regarde, il y a quand même dans le socle républicain, si je regarde les chiffres de ce sondage, 79% des républicains qui trouvent que qui soutiennent, disons, l'action militaire. En revanche, quand on interroge ce même électorat républicain pro-Trump sur les buts de guerre et la réussite de l'opération, là c'est très mitigé puisque effectivement vous avez un républicain sur 2 qui dit oui, l'opération est un succès, mais un républicain sur 2 qui dit c'est trop tôt pour se prononcer. Donc ça signifie bien que les Américains, électeurs républicains ou pas, attendent de voir le résultat de cette guerre. Le moment où Trump dira c'est terminé, oui, mais avec quel résultat ? Pourquoi vous nous avez embarqué là-dedans ? Quant à la comparaison avec le Vietnam, elle est vraiment très intéressante, ou avec l'Irak. Mais rappelons que le Vietnam, les États-Unis ont été engagés pendant 8 ans, qu'il y a eu, je crois, 60 000 morts, et que ça a été un véritable traumatisme pour la nation américaine. Il suffit d'aller à Washington avec le mur des noms, etc. Bon, on est évidemment dans des proportions qui sont totalement différentes, mais Mathieu a raison de souligner que cette impopularité de la guerre arrive au bout de 2 mois de conflit seulement, quand le Vietnam a duré 8 années et l'Irak quasiment autant. Elisabeth Shepard, sur cette impopularité. Je pense que cette impopularité, il y a 2 choses qui sont très différentes de l'Irak, très différentes du Vietnam. Que ça soit Vietnam ou Irak, il y avait beaucoup de morts américains et ça a beaucoup. Il y a 5000, je crois, entre Irak et Afghanistan. Ça affecte beaucoup avec les mensonges sur l'Irak qu'on connaît aujourd'hui et les mensonges sur le Vietnam aussi qu'on connaît aujourd'hui. Sur l'Iran, c'est coût de la vie dont il a mentionné, c'est très important. Et on parle beaucoup de l'énergie, mais on pourrait parler des engrais. Si on regarde dans le centre des États-Unis, vous avez beaucoup de fermiers qui ont très probablement voté Trump. C'est aussi une zone qui est plutôt conservateur et plutôt, on va dire, en tout cas républicain. Aujourd'hui, les engrais, c'est 2 fois le prix. Alors si vous êtes un fermier dans le Midwest, c'est un problème, ou
dans le sud. Les conséquences économiques qui rejaillissent finalement. Les conséquences économiques, alors qu'ils disaient c'est pas notre problème, sont quand même très importantes pour les Américains. Et je me souviens d'un ancien conseiller à la présidence qui disait c'est l'économie stupide, c'est-à-dire les Américains, qu'est-ce qui les touche le plus ? C'est ça. C'est-à-dire c'est ce qui touche leur portefeuille au quotidien. Et au bout de 2 mois, c'est ça qui les frappe le plus au quotidien et qui, après les tarifs douaniers aussi, est un pas de plus vers une vie beaucoup plus chère aux États-Unis. Mais qu'est-ce qui se dit Donald Trump ? Est-ce que ça le touche ou est-ce que, comme il ne pourra pas se représenter, finalement il se dit bon... Il a quand même les élections de mi-mandat, alors c'est toujours... De toute façon, c'est toujours difficile des élections. C'est difficile pour un président en exercice. J'ai compté, il y a 2 fois, 98 et 2002. Où le président en exercice a gagné les élections. Le Congrès, ils vont pas le gagner pour des raisons historiques. Le Sénat pourrait basculer, mais c'est pas dit. Mais en fait, le Parti républicain, de ce que je comprends en interne et puis des articles dans la presse américaine, est en train de se baser sur des questions locales pour éviter que ça soit sur Trump. Donc, ils essaient déjà de tourner les débats et les campagnes sur autre chose. Est-ce que ça va impacter, bien évidemment, le coût de la vie impacte toute élection, notamment aux États-Unis, mais pas seulement, ici aussi, on le voit. Mais Donald Trump, on n'a pas l'impression qu'il se soucie très honnêtement ni des sondages, on le sait, ni de la vie au quotidien des Américains. Les tarifs douaniers ont impacté beaucoup, notamment sur l'alimentation, et il n'a pas fait grand-chose. L'inflation en mars, 3,3%, on était à 2,4% en février. Oui, c'est ça. On voit quand même, c'est pas seulement à la pompe, c'est aussi les produits alimentaires, etc. Beaucoup les produits alimentaires. Benoît Grémard, votre regard sur ce sondage avec cette impopularité à la fois de la guerre, à la fois de Donald Trump chez lui aux États-Unis à 6 mois de ses élections de mi-mandat. Oui, c'est paradoxal pour une guerre justement balistique où vous avez très peu de morts américains et effectivement sur un délai aussi court vis-à-vis aussi des enjeux qui sont mis en avant, dans le sens où Donald Trump appelle en fait à la vocation nucléaire de l'Iran et donc à la paix dans le monde. C'est un vieux dossier qui dure depuis 40 ans au niveau des Américains. Et c'est ça qui est finalement paradoxal. Le Vietnam était fini, que l'Iran commençait en fait à poser un problème humiliant dans l'histoire des États-Unis. Donc beaucoup de démocrates justement s'y sont cassés les dents. Et là peut-être justement qu'un républicain résoudrait le conflit si, je vous rejoins, il était capable d'y mettre les moyens. Ça, c'est véritablement une véritable question. Donc, on n'est plus finalement dans la même population américaine qu'au XXe siècle, où l'information va vite, le pouvoir de l'image est encore plus prégnant, et surtout les gens veulent, j'imagine, passer à autre chose. Passer à autre chose. Là, il s'interroge pas Donald Trump en se disant ça peut, ce qui se passe, cette opinion, jouer sur mes décisions que je dois prendre pour l'Iran. On voit même que le Congrès ne joue pas sur ces décisions. Il y a eu, si je me trompe pas, on est au 4e vote sur cette guerre et le Congrès n'arrive pas à le déjouer. Il n'a aucun... Aujourd'hui, il y a très peu de contre-pouvoir, on a cette impression. Le Congrès joue pas forcément de son rôle. Bon, il a la majorité, donc c'est tout à fait normal institutionnellement. On voit un peu la Cour suprême, mais bon, sur une question comme ça, ils n'interviennent pas. Donc l'opinion américaine, non, on n'a pas l'impression qu'elle va impacter d'une manière, on va dire, importante sur cette question de la guerre. C'est intéressant parce qu'on parle beaucoup de la guerre en Irak, mais au début de la guerre en Irak, Bush avait réussi justement à faire ce que Trump n'a même pas essayé de faire, c'est-à-dire réunir cette sorte de union sacrée qu'on a vu des démocrates et des républicains voter sur le principe de cette guerre, et l'opinion publique américaine qui s'est délitée par la suite. Trump n'a même pas essayé. Donc je pense que s'il n'a même pas essayé de présenter devant le Congrès en amont ou devant le peuple en amont, c'est que vraiment l'opinion publique, c'est pas son premier souci. Et puis il faut le suivre aussi, Donald Trump, parce que chaque jour il dit tout et son contraire. Pour une population, pour un peuple, c'est pas toujours évident non plus de le suivre, même pour sa base, même pour à la base les gens qui le soutenaient, Grégory. Oui, hier par exemple, il adresse une lettre au Congrès pour dire ça y est, les hostilités sont terminées. Et puis le soir, il est en Floride devant un public de retraités et il dit on va pulvériser l'Iran. Donc oui, il y a une grille de lecture qui est un peu complexe parfois. Il faut lui reconnaître quelque chose, c'est sa capacité à occuper, à saturer l'espace médiatique aux États-Unis, mais pas seulement. Et on en est la preuve ici, puisque à chaque déclaration, on réagit, on essaie d'analyser, on essaie de comprendre. Ça, il sature l'espace médiatique au point qu'on n'entend quasiment pas les démocrates. Enfin, Chuck Schumer un peu au Congrès, etc. Mais ils ont du mal à. Alors, on est encore à 6 mois des élections de mi-mandat, mais
ça devrait être du pain béni pour l'opposition démocrate, en disant regardez dans quoi Trump nous entraîne, etc. Et ils sont assez discrets pour l'instant. Je dirais une deuxième chose, c'est qu'il a aussi, à la différence des autres présidents, même je pense à Obama, il donne un accès avec toutes ses interventions qui, pour une partie de, pas simplement de sa base, mais c'est très anti-élitiste. Bon, c'est très chaotique, on le sait très bien parce qu'on le commande beaucoup aussi, mais ça va vers une sorte de... Enfin, on a l'impression de regarder de la réalité de télé, mais c'est très proche du peuple, en fait. Et ça aussi, ça plaît pour certains, et ça, c'est très problématique. Manélie Mirkin. Oui, moi, contrairement à beaucoup d'analystes, je ne pense pas que Trump n'ait pas de stratégie sur l'Iran, justement parce qu'il ne s'inquiète pas de l'opinion, alors même qu'il a commencé ses actions sur l'Iran en 2020 avec frappe sur Qassem Soleimani. C'est quelque chose en fait qui se trame depuis son premier mandat et qui finalement, et même avant, et qui finalement arrive à échéance maintenant. Il s'en inquiète pas, et en même temps, ça prouve aussi qu'il a cette obligation de résultat. C'est-à-dire que il a l'habitude, et je pense qu'il est très habile pour faire des pirouettes politiques et complètement tout retourner la situation. Il lui faut juste cette petite victoire, mais la vraie. Celle pour laquelle il a fait tout ça. Premier mandat, deuxième mandat, et arrivé maintenant, l'opinion pourra complètement tourner, je pense, et c'est pour ça qu'il s'inquiète pas. Après, est-ce qu'il va réussir à obtenir cette victoire? Ça va pas être facile. Et puis plus ça dure, plus l'opinion peut se lasser aussi. C'est le risque. L'opinion peut se lasser. Je pense que si vraiment il ramène à une grande victoire, là, par contre, l'opinion américaine qui est plus ou moins conscient de cette menace iranienne, pourrait se rallier, en tout cas partiellement. Il faut le dire, et je pense que Manélie a raison de le dire, et c'est quelque chose sur lequel il s'est concentré bien dans le premier mandat, mais depuis très longtemps. Cette question iranienne, c'est quelque chose qui lui frotte dans la tête depuis longtemps. Il s'est ressorti du JCPOA à cause de ça. C'est quand même un régime qu'il a personnellement menacé, et je pense que son ego n'aime pas ça en particulier. Donc voilà. Merci beaucoup à tous les quatre d'avoir été avec nous sur le plateau du Grand Dossier sur LCI.